Brieda. Je suis donc la secrétaire générale de la fédération PEP et je suis également sur l'union académique de Créteil pour que vous situez un petit peu aussi sur quel territoire je peux être. Voilà. Donc, on va commencer. Alors, en premier lieu, donc, on va parler du rôle donc, du conseil d'administration et sa composition. Donc, le conseil d'administration, il a un rôle central dans l'établissement scolaire. Il participe aux décisions importantes et il peut être aussi consulté pour avis. Mais il y a quand même beaucoup de décisions inhérentes à l'établissement qui sont votées au sein de ce conseil d'administration. Beaucoup plus d'ailleurs que sur un conseil d'école, sur un établissement maternel ou primaire. Donc, à l'image du conseil d'école, c'est vraiment une instance décisionnelle. Vous avez un vote, vous représentez une voix, il y a différents corpus, et par rapport à ça, donc, la présence des parents d'élèves est vraiment importante. C'est aussi un lieu d'échange, de concertation et aussi, alors pour parler à la fois des problématiques d'établissement, mais aussi un lieu d'échange pour parler aussi de vos propres projets. C'est-à-dire que si vous, en tant qu'association PEP, vous avez des projets que vous voulez mettre en place, que ça soit un webinaire, une vente de quoi que ce soit pour financer un voyage ou faire une intervention sur le harcèlement, quelque chose, hein. Enfin, n'importe quoi que vous voulez mettre en place, qui est inhérent à l'établissement, c'est aussi le moyen d'en parler, peut-être pas de prendre une décision directement sur place, mais en tout cas d'en parler à tous les interlocuteurs présents et donc de faire passer le message. Et des fois, il peut y avoir un professeur qui peut être intéressé par votre projet et rebondir dessus. Alors, pour ce qui est de la composition donc, de ce CA, il est tout d'abord présidé par le chef d'établissement. Donc, c'est le chef d'établissement qui est donc le président de ce conseil d'administration et il est le garant de sa bonne tenue. Donc, il est accompagné de son adjoint, du gestionnaire, on appelle le maître économe dans les établissements, il est donc le gestionnaire qui gère toute la partie comptabilité de l'établissement. Le conseiller principal d'éducation, qu'on appelle aussi le CPE, le directeur adjoint chargé des SECPA, le chef des travaux dans les lycées professionnels. Alors, le chef de travaux, c'est ce qu'on disait avant, mais maintenant, on l'appelle beaucoup le DDFPT. Un représentant de la collectivité de rattachement. Donc, si c'est dans les collèges, ça va être un représentant du département. Si c'est un CA qui se passe dans un lycée, ça va être un représentant de la région. Donc, vous avez 2 ou 3 représentants de la commune ou un représentant d'un groupement de communes, 2 représentants de la commune et 1 ou 2 personnes qualifiées qui peuvent venir en plus sur l'établissement. Donc après, ça dépend aussi du type de commune que vous avez, ça dépend si vous êtes sur une agglomération, une grande ville. Voilà, les choses sont un peu différentes et ça dépend des établissements. Ensuite, vous avez le 2 tiers restant du conseil sont composés de représentants élus pour 1 an. Donc, il y a le collège des personnes, ce qu'on appelle le collège des personnels. Il y a 10 représentants, 8 dans les collèges de moins de 600 élèves. Donc, il y a 7 ou 6 issus des personnels d'enseignement et d'éducation, 3 ou 2 issus des personnels ATOS. Alors, ce qu'on appelle ATOS, c'est administratif, technique, ouvrier, de services et de santé. Après, vous avez ce qu'on appelle le collège des usagers, c'est-à-dire les représentants de parents d'élèves et les représentants des élèves, donc en l'occurrence, nous. Et donc, le mandat de toutes ces personnes prend fin dès lors qu'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été élus. Donc, en l'occurrence, nous, à partir du moment où nous n'avons plus d'enfants scolarisés dans l'établissement et que nous n'adhérons plus à notre fédération, en fait, nous ne sommes plus élus. En revanche, ce n'est pas le cas en début d'année. Si vous avez, admettons, un enfant en 3e ou en terminale et qu'en septembre,
il y a un CA septembre d'après, il y a un CA dans votre établissement avant donc les élections scolaires, c'est vous qu'on appellera parce que vous êtes élu jusqu'aux élections scolaires prochaines. Voilà, pour ce qui est donc de la composition. Ensuite, donc, élection et désignation. Alors, le mode d'élection, donc le représentant du personnel et des parents sont élus sur une liste proportionnelle à un tour. Pour les représentants des élèves, c'est élu au scrutin plurinominal à un tour. Donc, en l'occurrence, ça veut dire que nous, vous voyez bien, quand on présente une liste, on fait partie, on ne se présente pas. Nous, en fait, on est sur une liste de parents d'élèves, on se présente à plusieurs sur une liste. Tandis que les élèves, eux, présentent leur propre candidature. Nous, on ne présente pas une candidature nominale, on présente une liste et c'est dans l'ordre qu'on a mis sur le bulletin, enfin déjà même dans l'ordre où est-ce qu'on a signé notre feuille d'émargement qu'on a donnée donc, au chef d'établissement pour constituer notre liste. Nous sommes élus dans l'ordre au fur et à mesure que des voix que nous avons obtenues. Donc la durée de notre mandat, il est donc d'1 an. Ensuite, pour ce qui est de la désignation des membres du CA, les représentants des communes et départements régions sont choisis alors par le CA après chaque renouvellement. Enfin, ils sont choisis, ils sont validés parce qu'en fait, véritablement, c'est les départements qui nous envoient donc qui nous mandatent quelqu'un et la région également qui nous mandate un élu. En règle générale, vous pouvez avoir un élu qui ou habite pas très loin de votre établissement ou alors parce qu'il est déjà élu aussi sur votre commune et que donc il se sent quelques appointances pour venir en tant que membre, admettons, département et commune et à la fois région et commune. Voilà, vous avez des fois ce type de choses parce que quand vous avez un élu, admettons, sur votre commune qui est en plus un élu région ou département, il est quand même assez souvent présent sur les conseils d'administration. En revanche, quand vous avez des fois des élus qui sont qui ont un trop gros nombre d'établissements à couvrir, il peut arriver que ben, les CA tombent en même temps. C'est un peu le problème, c'est que ben, les CA sont souvent dans les mêmes dates parce on doit respecter des échéances et vous pouvez vous retrouver des fois à ce que vous ne soyez pas l'établissement qu'on choisisse à chaque fois. Alors, vous avez aussi donc ce qu'on appelle des personnalités qualifiées, nommées pour 3 ans par le DAZEN sur proposition du chef d'établissement et après avis du département ou de la région. Elles doivent être extérieures à l'éducation et représenter les secteurs économiques, social, culturels et ou les syndicats. Alors, il y a une incompatibilité. Les membres du CA, en fait, à partir du moment où vous êtes privé de vos droits civiques, vous ne pouvez pas faire partie donc du CA. Présentation des parents et des élèves au conseil d'administration. Alors, pour ce qui est des collèges de plus de 600 élèves ou disposant d'une SECPA, il y a 7 parents d'élèves élus et 3 élèves élus. Pour les collèges de moins de 600 élèves ou sans SECPA, c'est 6 parents d'élèves élus et 2 élèves élus. Dans les lycées, c'est 5 parents d'élèves élus, 5 élèves élus répartis ainsi. 4 élèves élus directement parmi les délégués de classe, dont au moins un représentant des classes post-baccalauréat s'il en existe, et un élève représentant élu par le conseil des délégués pour la vie lycéenne. On appelle aussi communément le CVL. Donc la durée du mandat, c'est pareil, on est encore sur un mandat d'1 an et c'est pareil exactement pour ce qui est des élèves. À partir du moment où est-ce qu'ils ont quitté l'établissement, ils sont élus jusqu'aux prochaines élections. Donc pour ce qui est du fonctionnement, alors la périodicité des réunions, le conseil d'administration se réunit au moins 3 fois par an en séance ordinaire, présidé toujours par le chef d'établissement ou à défaut son adjoint si le chef d'établissement n'est pas là. Des séances extraordinaires peuvent être convoquées par le chef d'établissement ou la moitié des membres pour des questions urgentes. En l'occurrence, ça peut arriver lorsque vous devez faire une modification, de règlement intérieur très rapidement parce qu'il y a une nouvelle norme, quelque chose à mettre en place.
ou en septembre, lorsque vous avez un enseignant qui, par exemple, propose un voyage, qu'il faut faire valider très rapidement en CA et là, en l'occurrence, en fait, on convoque un CA extraordinaire afin de pouvoir le voter en CA et que le voyage puisse se faire, dans les meilleures conditions possibles. Alors pour ce qui est des convocations des membres, le chef d'établissement fixe les dates et heures, les convocations avec ordre du jour et documents préparatoires. Ils sont envoyés au moins 8 jours avant la séance, un jour en cas d'urgence. Donc pour ce qui est du quorum, la majorité des membres doit être présente pour délibérer. Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion est convoquée sur 8 à 15 jours et peut délibérer quel que soit le nombre de présents. Ça, c'est un petit peu comme dans nos associations, lorsqu'on fait une AG extraordinaire. Il nous faut un quorum dès le départ et la deuxième fois, finalement, en fait, on peut délibérer sans avoir de quorum. Pour ce qui est du vote, le vote à bulletin secret est obligatoire sur demande d'un membre. Donc, il y a beaucoup d'établissements à partir du moment où est-ce que ça se passe bien, le vote se fait à main levée, ou une grosse partie des délibérations peut se faire à main levée dans la mesure où on est sur des éléments qui vont pas être problématiques. Lorsqu'on est sur des sujets qui sont peut-être un petit peu plus clivants, à partir du moment où une personne demande en fait un vote à bulletin secret, en fait, c'est le vote à bulletin secret qui prime. L'ordre du jour est fixé par le président et ça, c'est par décret, quoi qu'il arrive. Après, vous pouvez, généralement, les chefs d'établissement, lorsqu'ils vous envoient un ordre du jour, ils vous donnent généralement une deadline pour les questions diverses. Certains vous laissent, poser les questions diverses sur place. Il y en a souvent qui vous demandent, au préalable de poser les questions en amont. C'est pas tant qu'ils ont peur de vos questions, mais en règle générale, c'est vraiment pour timer, la réunion parce que les CA prennent quand même beaucoup de temps. Quand vous commencez à tabler sur le premier CA, il est quand même assez long et si vous êtes sur le budget ou sur la DSG, quand vous avez des CA qui débutent à 18h, vous pouvez avoir des CA qui poussent quand même 3, 4, voire 5 heures. Ensuite, pour ce qui est des compétences du conseil d'administration. Alors, les décisions qui nécessitent son accord, donc déjà, ça va être donc l'organisation et la pédagogie, donc définir les principes de l'autonomie pédagogique, donc voilà. Fixer les règles d'organisation de l'établissement, donc là, ça passe généralement par le règlement intérieur. Donc les projets et rapports, adopter le projet d'établissement et le contrat d'objectif, établir un rapport sur le fonctionnement, finances et règlements, approuver le budget et le compte financier. Fixer les tarifs des produits et services. Donc là, en l'occurrence, ça peut être, le tarif de la cantine, ça peut être, le tarif, aussi lorsque vous avez un cahier de correspondance, le principe de si vous perdez votre cahier de correspondance, il y a un prix généralement qui est déterminé, pour que vous en rachetiez un. Alors il y a certains établissements qui vous diront: «Si vous perdez votre cahier de correspondance, on vous redonne un». Il y en a un, c'est si vous en perdez 2, vous devez le racheter. Voilà, c'est toutes ces petites choses-là aussi qu'il faut définir et donc il faut définir les tarifs en conseil d'administration. Accord et autorisation, donc autoriser, les adhésions de groupements, les conventions, valider les formations continues et les voyages scolaires. Voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, les voyages scolaires doivent être impérativement validés. Et lorsqu'ils sont validés, donc vous avez donc les documents préparatoires en amont avec aussi, généralement, un budget, le budget à peu près approximatif du voyage, voire un prix définitif ou des fois, si vous n'avez pas un prix définitif, vous avez à minima au moins une fourchette, afin de déterminer un prix maximum de voyage. Donc il y a aussi l'autorisation des dons, legs, acquisition et cession de biens. Donc ça, c'est dans le cas où vous pouvez avoir, dans une commune, des fois dans les legs, ça peut être, par exemple, une personne qui n'a pas d'héritier et qui décide de donner, un peu d'argent à je dis ça parce que ça arrive des fois dans les petites communes, des gens en fait qui donnent en fait, qui décident en fait qu'une partie doit être, destinée par exemple sur l'établissement scolaire ou parce qu'ils y sont allés. Moi j'ai vu sur des établissements,
notamment un établissement qui s'appelait Louis Armand, où la famille de Louis Armand, justement, avait fait un don à l'établissement. Donc voilà, il y a ce type de choses-là. Sur les actions et commissions, donc il y a définir les actions pour optimiser les ressources et l'adaptation à l'environnement, créer des commissions pour les relations avec le monde social, économique et professionnel. Alors, dans les compétences consultatives, donc dans les domaines de consultation, vous avez les choix des manuels scolaires, logiciels, outils pédagogiques. Voilà, c'est aussi là que vous décidez bah, si finalement vous êtes, à part si c'est la région ou le département qui a défini complètement qu'on était au tout numérique, mais à partir du moment où il y a des établissements qui peuvent se dire on fait de l'hybride parce qu'on a les moyens d'acheter des livres, ou on maintient des livres dans telle matière parce qu'on a un tel enseignant qui a envie de maintenir. Donc voilà, il y a aussi des choix qui peuvent se faire alors là, à ce niveau-là, on est sur du consultatif parce que c'est le chef d'établissement et l'équipe pédagogique qui va décider. Mais au moins, nous, on est prévenus en amont et on peut au moins donner notre avis sur le sujet, même si finalement, ça ne sera pas décisif. Il faut savoir que pour ce qui est de tous les documents préparatoires que vous recevez en amont, alors en règle générale, vous les recevez en amont, sauf lorsqu'il y a des fois sur le budget. Alors pour le budget, des fois le gestionnaire n'a pas eu le temps de tout faire et vous avez des fois quelques pièces qui arrivent le jour J. Mais en tout cas, la règle, c'est que tous les membres du CA ont la même information. Vous avez tous l'intégralité des documents préparatoires et en règle générale, vous pouvez même partir avec. Donc, il y en a certains qui vous les envoient en amont par mail et il y en a qui vous les envoient par mail et qui vous les donnent en document papier sur place, dans un dossier. Après, ça dépend vraiment des chefs d'établissement, mais en l'occurrence, vous êtes censés en tout cas les avoir en amont et surtout, vous devez tous avoir le même degré d'information. Ça, c'est vraiment la base. Alors ensuite, on a ce qu'on appelle donc, le conseil d'administration d'installation. Donc c'est le tout premier, je dirais pas CA de l'année, c'est le tout premier CA de l'année à partir du moment où est-ce que vous êtes élu. Parce que le tout premier CA de l'année scolaire, comme je vous ai dit, ça peut être en septembre parce qu'il y a des choses à faire voter et donc là, ce sont les anciens qui doivent venir. Vous, même si vous présentez une liste, alors sauf si vous étiez déjà élu l'année d'avant, mais sinon, si vous présentez une toute nouvelle liste où vous êtes tout nouvellement élu, en fait, c'est l'ancien CA qui vient. Vous, vous n'êtes élu qu'à partir du moment où est-ce que les élections scolaires sont passées. Donc, en règle générale, les premiers CA sont, pour certains, avant les vacances d'automne, voire juste après les vacances d'automne. Donc ce CA d'installation, enfin qu'on appelle CA d'installation, donc c'est vraiment la réunion, initiale. C'est là véritablement où est-ce que vous définissez une organisation qui a un dialogue avec le chef d'établissement et toute l'équipe, parce que pour certains, c'est votre premier CA aussi tout court, vous n'étiez pas forcément là, si vous arrivez en 6e ou en seconde. Donc c'est là vraiment où est-ce que vous prenez une vraie position, vis-à-vis de toutes les personnes qui sont là et donc où vous découvrez un petit peu tous vos interlocuteurs et vous mettez aussi des fois des visages, sur les gens que vous ne connaissez pas. Donc, tous les représentants, en tout cas, de parents d'élèves, qu'ils soient titulaires ou suppléants, peuvent venir à cette première réunion. C'est la seule où vous pouvez venir à 2. Après, il peut arriver que certains chefs d'établissement autorisent, des fois, voilà, quand ça se passe bien, sur certains établissements, il y en a qui autorisent à venir les 2, mais en théorie, normalement, ce ne sont que les titulaires, mais lors de cette réunion, c'est titulaires et suppléants parce que c'est là aussi qu'on on va définir en fait, aussi la nomination donc, sur les commissions. Donc il est important que vous ayez aussi préparé en amont parce que quand vous êtes élu au CA, il y a tout un panel de commissions auxquelles il faut siéger. Et il est vraiment impératif que vous vous empariez de toutes ces commissions sur l'établissement. Moi, je vais vous lister des commissions, mais c'est toutes les commissions qui existent. Maintenant, c'est pas parce qu'elles existent toutes sur votre établissement.
il arrive que certaines commissions passent un petit peu à la trappe parce qu'il y a pas ou en tout cas, elles existent sur le papier, mais finalement, il y a pas de réunion dans l'année, parce que, il y a pas de problématique. Je parle notamment de la restauration scolaire, sur des établissements où des fois il y a pas de problématique, où les gens ne remontent pas de choses particulières. Il peut arriver que la réunion, dédiée à la restauration scolaire, en fait, passe à la trappe. Donc après, si véritablement pour vous c'est un sujet, c'est à vous d'en parler. Mais s'il n'y a pas de sujet, finalement, vous ôtez aussi une réunion, qui finalement n'apportera pas grand-chose si vous avez l'impression que tout se passe bien et que vous n'avez pas de choses à apprendre. Mais c'est là vraiment où en amont, il faut que vous prépariez avec vos équipes, de savoir, quelles réunions existent, à quel moment elles ont lieu, parce que ça aussi c'est très important de définir avec votre chef d'établissement en règle générale. Parce qu'il a une fa souvent, chaque chef d'établissement a quand même son process. Ils ont tendance à placer telle réunion plutôt les lundis, les jeudis, à telle période de l'année. C'est quand même bien que vous sachiez, à peu près les horaires et quelle période de l'année pour que vous définissiez à la fois les gens que vous allez mettre dessus en fonction, de leur appétence et de leur disponibilité. Parce que à la fois nous sommes des parents élus, certes, mais nous sommes des parents qui ont aussi une vie à côté. Alors ça va être une vie ou active professionnelle ou alors, on a des enfants à charge qu'on doit s'occuper. Donc c'est vrai que d'avoir un peu de visibilité, ça vous permet de mettre vraiment les personnes les plus adaptées en fonction des commissions. Donc d'où le fait que si vous avez discuté de ça vraiment en amont, le jour où vous arrivez sur le CA d'installation, vous arrivez vraiment avec une liste de noms bien définie, et donc après, ça passe directement, au vote. Donc voilà. Après, il y a aussi, voilà, vous allez parler un petit peu de l'organisation pratique aussi lors de ce séance d'installation, de voir un petit peu les accès à Pronote. C'est là qu'on va vous dire quand est-ce que les jeunes et les parents vont recevoir les codes. Enfin, on va être vraiment dans quelque chose qui est très axé malgré tout sur la rentrée et c'est à vous de poser toutes les questions vraiment pour que cette finalement, le démarrage, pour les élèves et pour les familles, parce que c'est ça aussi pour les familles, quand je vous parle de Pronote, on est quand même aussi sur les familles dans la mesure où, c'est nous parents qu'on puisse garder quand même le lien et l'accès à l'information par rapport à la scolarité de nos enfants. Donc c'est là aussi où est-ce que sur ce CER d'installation, on a un vrai rôle à jouer pour s'assurer que tout ce qui doit être mis en place dès le début de l'année le soit. Donc là, on va faire donc je vais vous donner donc le panel un petit peu de toutes les commissions qui existent donc, sur les conseils d'administration au collège et au lycée. Alors pour certaines, ce sont des commissions, qui existent en fait, sur les deux établissements et après il y a des choses qui existent, mais c'est juste les noms qui changent un petit peu. Mais grosso modo, on est sur des commissions qui sont quand même assez similaires. Donc, on a, donc, déjà ce qu'on appelle donc la commission permanente. Alors la commission permanente, elle est facultative et j'ai même envie de dire, il y a de elle est c'est une réunion que les chefs d'établissement ont tendance de plus en plus à supprimer, voire à garder peut-être, avant le CA de la DSG. Parce que la commission permanente est donc une réunion un petit peu préparatoire, j'ai envie de dire, au CA. La commission préparatoire, elle est vraiment en amont du CA et souvent ce que vous avez traité en commission permanente, vous le retraitez un peu en CA. Donc ça peut avoir une utilité lorsque vous parlez DHG, qu'on appelle donc la dotation horaire globale dont je vais vous parler tout à l'heure. Ça peut avoir son utilité si c'est des sujets qui sont clivant ou que vous avez du mal à maîtriser et donc quelque part la commission permanente peut vous permettre de balayer un petit peu les sujets. Mais si c'est pour des sujets qui vous semblent que vous maîtrisez, ça peut être redondant. Après, ça dépend vraiment du chef d'établissement, ça dépend aussi de tous les partenaires. C'est des choses qui se discutent aussi en amont, des fois en CA. Il y en a certains qui vont discuter ensemble en se disant: «Est-ce qu'on a vraiment besoin de la commission permanente?» Quand vous êtes un CA qui est là, par exemple, depuis 1 ou 2 ans, que les choses bougent pas trop, que vous connaissez bien le chef d'établissement, il y a des choses, vous connaissez les modes de fonctionnement, vous pouvez vous dire: «Voilà, bon, finalement, les commissions permanentes, on n'en a pas besoin».
Et quand il y a des CA qui se renouvellent complètement, des fois, quand le collège de professeurs change, le collège de parents change, ça peut être utile de finalement de maintenir les commissions permanentes. C'est vraiment à vous, de voir, ce qui vous semble pertinent sur votre terrain. Donc, les compétences, donc c'est l'organisation des classes, des groupes d'élèves, la gestion du temps, de la vie scolaire, définition des formations complémentaires, des dotations horaires d'enseignement. Donc c'est vraiment tout ce qui est traité en CA, mais c'est la première, j'ai envie de dire, réunion préparatoire avant le CA. Donc pour ce qui est donc il y a différents donc comme je vous avais dit, il y a, l'équipe de direction, il y a tout le corpus qui est là. Mais nous, en tant que parents d'élèves, on a donc 3 représentants au collège, sur, cette commission permanente et 2 représentants au lycée. Alors bien évidemment, quand je vous dis 3 au collège et 2 au lycée, c'est tous parents d'élèves élus compris. Donc, si vous êtes que la PEP, ça sera 3 sièges PEP ou 2 sièges PEP. Si vous êtes partagé, avec, je sais pas, la FCPE, qui a donc, on va dire un siège et vous en avez 2, vous avez 2 sièges, ils ont le troisième. Donc voilà, c'est vraiment après, c'est à définir en fonction des résultats des élections, du nombre de fédérations ou d'associations de parents d'élèves que vous avez sur votre établissement. Donc après, donc il y a d'autres comités et des d'autres commissions donc dans l'établissement. Alors on a le comité éducation, santé et citoyenneté, qu'on appelle plus communément le CESC. Alors, ce comité à l'éducation, à la santé et la citoyenneté, il a un avantage, c'est que vous n'êtes pas obligé de mettre un parent élu. C'est-à-dire que si vous avez, 5 postes, sur votre établissement, 5 postes, ça veut dire 5 titulaires, 5 suppléants, donc 10 parents d'élèves, mais que vous avez 20 personnes qui ont adhéré sur votre établissement. Vous avez donc 10 autres personnes qui potentiellement ne pourront pas être élues parce qu'elles ne sont pas sur la liste. En revanche, elles pourront assister, 1 au conseil de classe et 2 participer à des instances où il n'est pas nécessaire d'être élu. Et en l'occurrence, ce comité à l'éducation, santé et citoyenneté, il n'est pas obligatoirement nécessaire d'être élu. Donc, il est intéressant d'y mettre quelqu'un qui a certaines appétences parce qu'on y traite donc la santé, la sécurité, l'accompagnement des familles, les comportements à risque, il y a quand même une grosse notion de santé dedans. On peut y parler aussi handicap, donc c'est quand même très axé, sur la citoyenneté et la santé et donc par rapport à ça, c'est toujours intéressant d'y mettre quelqu'un qui a des appétences pour ce sujet, voire des compétences. Si vous avez, je sais pas moi, quelqu'un sur votre liste qui peut, qui est admettons, je sais pas, infirmière ou qui travaille avec les enfants ou qui donc voilà, ça peut être un petit plus. C'est vraiment à vous de définir. Surtout en tant que tête de liste, n'hésitez pas par rapport à toutes les compétences que vous avez, vraiment d'harmoniser et de mettre les gens là où vous pensez qu'ils seront le mieux, le plus utile et des sujets qu'ils aiment aussi. Parce que le but quand même, c'est du temps qu'on donne à l'établissement, même si on le fait avec beaucoup de cœur et de passion. Je pense qu'on est là parce qu'on a vraiment envie de faire avancer le système et d'être là pour faire avancer la scolarité des enfants. Il faut quand même que les gens, se sentent bien dans ce qu'ils font. Si vous mettez une personne sur un sujet qu'il aime pas ou un sujet qu'il maîtrise, mais il a tendance à le voir tous les jours. Je note par exemple, dans une association, des fois vous dites: «Tiens, celui-là il est comptable, il serait super en trésorier de l'association» et il va vous dire: «Non, c'est bon, moi de la trésorerie, j'en fais tous les jours, j'en veux plus». Donc vous voyez, c'est aussi ça. Il faut vraiment que les gens se sentent bien par rapport au sujet. Donc après, il y a les commissions éducatives, et de suivi. Alors la commission éducative, en revanche, là, il faut être élu. Elle accompagne les élèves en difficulté et propose des mesures adaptées. Alors la commission éducative, c'est souvent le premier maillon avant le conseil de discipline qui suit. Donc le conseil de discipline, c'est pareil, il faut impérativement être élu.
Et c'est vraiment le conseil de discipline. D'ailleurs, il va y avoir un webinaire dédié au conseil de discipline demain à 19h. Je vous conseille vivement d'y assister parce que le conseil de discipline, c'est quand même très important, parce qu'on y décide, des choses quand même qui sont très importantes pour les élèves et aussi il est important, de se prémunir parce que en fonction des sujets que vous traitez, humainement, c'est quand même assez difficile parce que vous prenez aussi alors certes, le jeune s'il est là, c'est qu'il s'est passé quelque chose. Il n'est pas là par hasard, mais il vient avec sa famille. Vous prenez son histoire aussi en pleine tête, vous prenez, l'histoire de la famille, vous prenez l'histoire qui se passe avec un autre élève. Des fois, vous sortez de conseils de discipline, vous êtes vidé, véritablement. Donc c'est pour ça que je vous conseille vraiment vivement ce webinaire. C'est dense, c'est intéressant les conseils de discipline, mais il faut être un petit peu préparé. Donc la commission éducative, même si elle est souvent en amont du conseil de discipline, ça ne veut pas dire qu'il y a forcément, une commission éducative avant le conseil de discipline. Parce que s'il y a une faute véritablement grave qui a été commise, elle nécessite sanction. Donc si elle nécessite véritablement sanction, on passe directement sur le maillon du conseil de discipline. J'ai envie de dire, la commission éducative, on est plus lorsqu'on a des comportements qui sont un peu récurrents, des comportements qui sont inadaptés, même s'il y a des bêtises, mais elles sont en fait, on n'est pas sur un one shot, on est véritablement dans la durée. Et là, la commission éducative, elle permet de mettre en place des contrats avec l'élève, des contrats aussi avec le CPE. Généralement, voilà, c'est vraiment on essaye avec l'élève et la famille, parce qu'en fait, on essaye voilà, de prendre des décisions, de se dire: «Voilà, qu'est-ce qu'on peut attendre de cet élève? Comment est-ce qu'on peut faire?» et pour essayer d'améliorer les choses. Des fois, lorsque ça marche pas, bah, on passe au maillage au-dessus, qui est le conseil de discipline. Même si le conseil de discipline délivre une sanction, heu, cette sanction, en théorie, pas toujours le cas dans les faits, mais en théorie, elle doit avoir malgré tout une valeur éducative. On doit toujours penser quand même que, l'élève sera sanctionné certes pour ce qu'il a fait, mais c'est un élève qui doit à la fin quand même poursuivre une scolarité et le but, c'est de ne ja enfin, c'est de ne jamais perdre de vue qu'on souhaite que cet élève puisse quand même suivre sa scolarité, sortir avec une formation qualifiante et à la fois tout en aussi protégeant les autres élèves en fonction de ce que cet élève a fait. Donc voilà, c'est pas les commissions les plus faciles. Il faut être un élu, donc ça limite déjà le nombre de personnes qui peuvent, être volontaires. Mais parmi les gens qui sont élus, véritablement, je vous conseille, vraiment de mettre les personnes qui sont le plus armées. Et aussi, en fonction d'autres établissements, de voir un petit peu à quels horaires votre chef d'établissement a tendance à mettre ce type de conseils. Parce qu'il y a des établissements où il y a très peu de conseils de discipline et vous pouvez avoir des établissements, qui en ont beaucoup. Alors ça dépend vraiment de plusieurs facteurs. Vous pouvez avoir le facteur 1 qui va être le chef d'établissement a tendance à chaque problématique à répondre par un conseil de discipline. Voilà, il a tendance à être, dans cette dynamique. Il y en a, c'est parce que vous êtes sur un terrain où est-ce qu'il y a un petit peu plus de problématiques et donc, ben, plus de conseils de discipline forcément. Et aussi ou une année, voilà, où vous allez avoir, une grosse problématique et une problématique avec plusieurs élèves et donc, une chaîne de plusieurs donc, conseils de discipline qui vont venir à la suite. Donc c'est quand même important de connaître un petit peu les horaires parce que ça demande un peu de disponibilité. Il faut aussi, voilà, parce qu'il est important, d'être présent pour les familles parce que c'est ça aussi qu'il ne faut pas oublier. On est représentant des parents d'élèves. Lors de ce genre de commission, nous nous représentons on est là bien évidemment pour prendre une décision sur un élève, mais l'élève, lui, il a un représentant des élèves qui est là pour le défendre. Nous, on est là pour représenter les familles.
Et je vous invite vivement, lors de ce type de conseils de discipline, d'aller consulter en amont le dossier, parce que vous aurez le dossier scolaire qui vous sera donc mis à disposition. Bien évidemment, on ne vous l'envoie pas par mail, vous ne pouvez pas l'amener chez vous. Il est disponible dans le bureau généralement du chef d'établissement. Alors si vous pouvez y aller avant, quelques jours avant, c'est bien. Des fois, vous pouvez y aller juste avant la réunion pour vous emparer un peu du dossier. Après, vous pouvez aussi appeler le chef d'établissement pour avoir une petite idée, mais en règle générale, vous avez un petit peu toutes les pièces inhérentes au dossier qui vous permettent d'avoir une vision un petit peu plus globale. Et après, de prendre une décision en votre âme et conscience. Et c'est jamais simple. Donc voilà. Ensuite, le fonds social. Alors le fonds social, pour le coup, ça dépend vraiment, là aussi des établissements. Il faut pas être, donc, élu. C'est pour tout ce qui est aide financière aux familles en situation de précarité, mais il y a beaucoup d'établissements qui font le choix, en fait, que ça soit le chef d'établissement et le gestionnaire qui choisissent finalement de donner les aides, de ne pas faire des réunions, avec les interlocuteurs, non pas pour pas donner d'aide, mais pour éviter de donner les noms, parce que c'est ça aussi. Après nous en CA, on peut voter certaines choses, on peut voter un volume d'aide, mais le principe, c'est vraiment d'anonymiser les familles, heu parce que voilà, c'est déjà pas facile de ne pas pouvoir payer un voyage ou de ne pas pouvoir payer la scolarité de son enfant et avoir un petit peu de d'anonymat, c'est le minimum qu'on puisse attendre, d'un établissement scolaire. Ensuite, on a donc la commission hygiène et sécurité, donc on appelle la CHS. Alors, la CHS, elle élabore le plan de prévention, elle supervise les travaux et veille aux conditions de sécurité. Alors, cette commission, elle est extrêmement, intéressante. Alors là, pour le coup, vous l'avez dans tous les établissements scolaires et hem et là, il faut vraiment demander les pièces en amont, savoir un petit peu aussi. Vous avez les pompiers qui passent pour des visites, régulières, ne serait-ce que pour la qualité de l'air, pour pas mal de choses. N'hésitez pas à demander si tout est fait, c'est-à-dire renseignez-vous bien, sur tout ce qui est fait sur l'établissement pour voir si vous êtes bien aux normes, si tout se passe bien, ce qui vous permet après d'étayer lors du CA aussi pour faire des demandes de travaux auprès de la région si c'est un lycée ou auprès du département, si c'est un collège. Parce que toute la partie, liée aux travaux, là, on n'est plus du tout sur une prérogative éducation nationale, de la même façon que lorsque vous êtes sur une école maternelle ou primaire, le bâti et la cour, et les abords de l'école, c'est de la prérogative mairie. Là, en l'occurrence, le collège, vous êtes sur une prérogative départementale et communale pour une partie des abords, parce que c'est quand même la commune qui est impactée, et pour ce qui est du lycée, vous êtes sur une prérogative régionale et là encore sur les abords, aussi sur une prérogative mairie. Donc tout ce que vous pouvez constater de problématiques ou tous les points d'amélioration, en l'occurrence, là, on a des nouvelles choses quand même qui arrivent. On a déjà les problématiques que nous avions sur le bâti, mais on a aussi, on se rend compte ces derniers temps, des conditions climatiques, un peu plus extrêmes, lors de la période estivale. Je peux vous garantir que quand vous avez un lycée, qui est fait, de métal et que vous avez des examens en juin, c'est juste une étuve. Et alors déjà, quand vous êtes sur la partie nord, c'est pas exceptionnel, mais alors quand vous habitez sur la partie sud du pays, c'est juste invivable. Donc il y a vraiment, tout un travail à faire sur le bâti pour des raisons de sécurité en premier lieu, bien évidemment, mais aussi pour des raisons d'économie, d'énergie, pour que la chaleur puisse rester l'hiver et que la fraîcheur puisse rester l'été. Et ça, la commission CHS, elle a quand même aussi tout son intérêt et je vous conseille vivement d'y mettre des gens qui sont vraiment bien intéressés par le sujet.
Ensuite, on a donc la commission de vie collégienne qu'on appelle donc le CVC ou la commission de vie lycéenne qu'on appelle le CVL. Alors, c'est fait pour favoriser donc l'implication des élèves dans la vie de l'établissement. Alors, ces commissions, là aussi, il ne faut pas être un membre élu. En revanche, il ne faut pas perdre de vue que ces commissions appartiennent aux élèves. Les projets doivent venir exclusivement des élèves. C'est leur commission, c'est leur travail, c'est leur bébé. Nous, en tant qu'élus, on doit être vraiment le support, l'aide, hem, mais ils doivent véritablement garder, le lead sur ces commissions. C'est c'est vraiment pour garder le vivant de leur projet, il faut que les projets qu'ils aient leur ressemblent. Il faut qu'on ne perde pas, l'énergie du collégien, du lycéen. On ne doit pas arriver avec nos idées de parents. On peut apporter, une aide logistique, pour je sais pas, s'ils ont un projet, se dire: «Tiens, on peut vous amener ici, on peut vous amener ça». On peut apporter une aide un peu structurelle par rapport à cadrer le sujet si on sent qu'il leur manque, quelques règles de sécurité ou des normes ou qu'ils comprennent pas certains process. Mais il faut être véritablement en accompagnement et vraiment juste en support. Ça, c'est impératif. Mais à la fois, on n'y perd pas quand même au change parce que ce sont des commissions qui sont tellement vivantes, tellement agréables, on est tellement dans le projet des jeunes, ça fait du bien parce que, c'est vrai que bon, bah, ce qu'on en montre un petit peu aux informations, c'est toujours des jeunes qui vont pas, le mal-être, oui, mais il y a aussi des jeunes qui vont bien et qui ont des projets et c'est sympa aussi de les montrer et c'est sympa de montrer même que des fois, ils peuvent avoir des projets pour les jeunes qui vont pas bien et que donc quelque part que, l'envie, la solidarité, ça existe aussi. Donc ce type de commission, ça a vraiment aussi tout son intérêt, même pour nous en tant que parents, de pouvoir détraiter des sujets qui sont quand même déjà un petit peu plus, qui sont quand même assez positifs, hein. Donc il y a aussi une commission des travaux et appels d'offres, hein, donc elle gère les projets et les marchés liés à l'établissement. Alors ça, après, ça dépend là aussi des établissements parce que en règle générale, c'est souvent des discussions qui sont faites en amont entre, le chef d'établissement, le gestionnaire et plutôt que d'avoir ce type de commission, on a en règle générale, il y a eu déjà des discussions en amont, elles arrivent généralement en CA. Mais après, ça dépend vraiment des établissements parce que c'est pas des commissions que celles-ci qui sont obligatoires et donc ça dépend peut-être aussi un peu des régions, des établissements, mais c'est pas une en tout cas, c'est pas obligatoire. Alors après, on a donc, sur les points essentiels, dans les choses qui sont donc, traitées dans les CA, on a ce qu'on appelle le projet d'établissement. Alors, le projet d'établissement, il précise les modalités concrètes de mise en œuvre des objectifs et programmes nationaux en tenant compte des besoins et caractéristiques des élèves, de la diversité culturelle et sociale et des particularités et ressources de l'environnement local de l'établissement. Alors, il s'inscrit donc dans une démarche pluriannuelle, donc en général, on est plutôt sur du 3 à 5 ans. Ce projet, il doit répondre l'éducation nationale a une idée de ce qu'elle attend de l'éducation. Parce que voilà, on parle bien d'éducation nationale. Il y a à la fois la pédagogie, il y a, la formation avec laquelle vous allez sortir et il y a aussi ce qu'on attend, de l'établissement dans son ensemble, des valeurs qu'on a envie d'y véhiculer et ce qui semble essentiel. Et donc par rapport à ça, le projet d'établissement doit tourner déjà avec ses prérogatives, les choses les un peu les attendues, mais après à vous de les faire à votre sauce aussi, en fonction de la typologie des élèves que vous avez. Bah, en fonction que vous êtes, peut-être dans un lycée, admettons agricole, ou vous êtes dans un lycée polyvalent, ou vous êtes dans un lycée général avec, davantage, de matières scientifiques, ou vous êtes beaucoup plus sur du médico-social, vous êtes, en ville, à la campagne, vous avez plutôt des classes favorisées ou plutôt des
des élèves ou avec des familles qui ont plus de problèmes financiers. Vous pouvez avoir de tout, en fait. Et donc, par rapport à ça, vous gérez aussi la typologie de votre projet en fonction pour qu'il vous ressemble. C'est ça. Il y a ce qu'on attend de vous à l'éducation nationale avec des règles de base. Et il y a après le projet d'établissement qui va véritablement, qui est censé, en tout cas, ressembler à l'établissement, à s aux formations qu'il a et à ses élèves et ses familles. Donc, ensuite, donc il y a ce que je vous disais tout à l'heure, hein, donc la dotation horaire globale. Alors la dotation horaire globale, donc, communément appelée la DHG. Alors c'est l'ensemble des heures attribuées par l'autorité académique, donc en l'occurrence, le rectorat, à un établissement pour organiser la rentrée scolaire. Donc, dans sa composition, il y a ce qu'on appelle les heures par poste selon les diplômes et la qualification des enseignants. C'est-à-dire un enseignant, par exemple, qui est agrégé, en fait, va faire moins d'heures, qu'un enseignant qui n'est pas agrégé. Après, vous avez aussi un enseignant qui va être sur plusieurs établissements et donc par rapport à ça, il va avoir ses heures qui vont être divisées sur 2, voire des fois 3 établissements, sachant qu'il a un seul établissement de référence et qu'après, c'est les autres établissements qui sont censés se tabler par rapport même à l'emploi du temps du premier établissement qui a été fait. Donc ça, c'est vraiment par rapport aux heures de poste. Vous avez aussi donc, les heures par matière. C'est-à-dire qu'il y a toute une partie, de la dotation horaire qui est une dotation horaire qui est fixe. Cette dotation, elle ne change pas, elle est véritablement si vous avez tant d'heures en SES, heu, tant d'heures en maths, tant d'heures en physique en fonction des sections que vous avez pris, si un élève doit avoir 5 heures de physique, ça sera 5 heures de physique. Voilà, ça c'est véritablement, c'est quelque chose des fixes, c'est quelque chose d'ailleurs, c'est pas sur cette partie-là d'ailleurs qu'il y a des problématiques, parce que c'est un sujet qui est souvent clivant entre les enseignants, le chef d'établissement et les parents d'élèves. Souvent les 3 ça colle pas, mais c'est pas sur cette partie-là qu'il y a problème, hein. Il y a ce qu'on appelle donc les heures supplémentaires. Les heures supplémentaires, on appelle ça les HSA. Donc, c'est un minimum de 2 heures par enseignant, c'est nécessaire. Alors les HSA, c'est par exemple, admettons, on va être sur un lycée polyvalent, où vous avez des cours d'informatique, vous avez le prof d'informatique qui va avoir donc sa dotation à lui, qui va avoir donc ses heures de poste. Mais, cette année, l'établissement renouvelle l'intégralité du parc informatique. S'il veut renouveler l'intégralité du parc informatique, il faut bien quelqu'un qui fasse la mise en place de tout ce parc informatique. Donc, la mise en place, les réglages, et donc il y a des heures qui lui sont dédiées, des heures supplémentaires qui lui sont données afin de mettre ce parc informatique. Alors, ça sera voté peut-être cette année-là, l'année d'après parce qu'il y a encore des choses à mettre en place, mais c'est des heures qui sont ponctuelles par rapport à une dynamique qui est ponctuelle. Voilà, donc l'objectif donc de cette dotation horaire, hein, elle est d'assurer en fait tous les enseignements obligatoires et aussi de soutenir le projet d'établissement. Parce que par rapport au projet d'établissement est ce que vous avez envie de mettre en place, vous allez aussi donner des heures à différents enseignants afin de pouvoir mettre en place des projets et donc ça tourne aussi, autour de ça. Donc il y a des arbitrages à faire. Et ces arbitrages, ils sont toujours compliqués entre, admettons, les demi-groupes. Les parents, on a tendance à aimer les demi-groupes, notamment sur les classes de langue, parce que voilà, on se dit que pratiquer une langue vivante à moins ou sur des cours de soutien, des fois, c'est ça qui passe à la trappe pour pas faire d'autres choses. Donc c'est vraiment sur ces arbitrages-là que souvent, il y a des problèmes, en tout cas qu'il y a des discussions qui peuvent être parfois houleuses. Alors des fois, on arrive à faire bouger un petit peu les lignes et des fois, ben, pas du tout. Donc on arrive, à transiger. Des fois, il y a peut-être des choses aussi qu'on n'a pas bien compris. Il y a des choses qu'on voulait avoir, mais finalement, ce qui est proposé, bon, on transige des fois sur quelque chose qui peut être finalement pas si mal. Ça dépend vraiment des établissements, ça dépend du projet, ça dépend,
comment cette répartition, parce qu'on parle bien d'une répartition, c'est-à-dire que le volume, il est donné. Mais c'est un peu ça en fait. L'académie vous donne un sac de bonbons, c'est des tirli-bibi, il y a plein de sortes dedans. C'est comment vous les donnez et à qui. C'est exactement ça et c'est vraiment le chef d'établissement qui fait les arbitrages, des fois avec les enseignants, mais c'est lui qui tranche et là après ça passe au vote. Donc là, donc le rôle véritablement du conseil d'administration, là, comme je viens de le dire, c'est vraiment de valider cette répartition. On est vraiment sur une répartition et pas un volume. Le volume, il sera fixe de toute façon. C'est d'ailleurs pour ça que quand vous perdez une matière ou une classe, quand vous perdez, admettons, vous aviez 5 secondes, vous passez à 4 secondes, vous perdez en volume d'heures et quand vous perdez en volume d'heures, bah, des fois, vous êtes aussi encore obligé de refaire des arbitrages sur les demi-groupes ou sur certaines choses. Donc c'est là où c'est compliqué, c'est que vous avez un volume et ce volume, il est flexible en fonction de votre nombre d'élèves. Ce qui va être de plus en plus le cas, sachant qu'il y a une baisse drastique des naissances qui est encore plus notable maintenant. Donc vous, sur les collèges et les lycées, c'est pas encore palpable, mais ça va de toute façon, à un moment donné, monter chez vous et ça arrivera. Et il y a aussi de toute façon, aussi une typologie des établissements qui est en train de changer, tout simplement parce qu'avec le télétravail, on a aussi une plus grande mobilité des gens. Il y a eu beaucoup de déménagements de gens qui étaient des fois en ville, qui partent à la campagne. Donc il y a aussi des villes dont les typologies changent et là, quand vous perdez une classe, ça change aussi la donne. Donc pour ce qui est du processus d'adoption, la DAG, elle est proposée donc pour avis une première fois. Elle peut être validée. Si elle n'est pas validée, elle est représentée et si en fait, elle passe pas à la fin, de toute façon, elle sera adoptée parce que si c'est pas vous qui l'adopte, de toute façon, ça sera la direction académique, donc le rectorat qui va trancher. Donc ensuite, on a le budget. Alors le budget, lui, il est annuel. Heu, donc on en exclut tout ce qui est charge du personnel et les investissements majeurs, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, donc le personnel, il est payé par l'éducation nationale, donc voilà. Enfin le personnel en éducation nationale, c'est-à-dire le personnel d'enseignement est payé par l'éducation nationale. Le personnel, de cantine, de ménage, gardienne, il est payé ou par le département et la région en fonction des prérogatives et pour ce qui est des investissements majeurs de bâti, toiture, isolation, ce sont encore des prérogatives départementales et régionales, donc ce ne sont pas des investissements en fait, ça rentre pas dans votre enveloppe, budgétaire. Alors le rôle du conseil d'administration, donc c'est de valider donc, la répartition des crédits par chapitre. Vous votez également le compte financier et vous approuvez si nécessaire les décisions budgétaires modificatives qu'on appelle donc les DBM. Alors la composition du budget, donc il y en a en partie donc les recettes, les dotations de l'État et les collectivités territoriales et ensuite les dépenses, matériel, mobilier, équipement. Vous pouvez avoir, voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, du matériel informatique, en revanche, même en termes de cantine, quand vous avez, des problèmes, de lave-vaisselle qui lâche, de réfrigérateur, là, ça rentre dans vos prérogatives. Donc, normalement, vous avez un amortissement, mais des fois, vous pouvez avoir des dépenses, enfin, c'est comme chez nous, hein, à l'échelle privée, des fois, il y a plusieurs choses qui lâchent en même temps et donc vous devez faire, là aussi, des arbitrages. Donc, les principaux financeurs, donc c'est donc ce qu'on appelle l'autorité de tutelle, donc l'éducation nationale. Après, vous avez les collectivités territoriales, le conseil départemental pour les collèges et donc le conseil régional pour les lycées. Là encore, le CA ne décide pas de l'enveloppe globale. Heu, c'est, c'est là encore, on est sur la répartition et nous, ce qu'on doit s'assurer, c'est que véritablement le gestionnaire fasse son travail et c'est-à-dire que le budget est en équilibre.
Alors ensuite, on a le règlement intérieur. Alors ça, le règlement intérieur, il est, heu, il est traité des fois en début d'année, en fin d'année. Alors souvent, ça peut être fin d'année pour l'année d'après. Des fois, ça peut être en début d'année parce que on sait qu'il va y avoir des nouveautés l'été, qu'il va y avoir des gros changements, ou alors tout simplement, vous avez un changement de chef d'établissement qui lui a décidé, de changer la donne, sur certains sujets. Ou entre-temps, vous avez, je sais pas, admettons la pose de caméra, vous avez besoin de mettre des choses dedans, ou il y a des modifications d'horaires parce que vous aviez fait des demandes, au niveau de l'inspection académique, c'est que ça a mis du temps avant d'arriver. Donc voilà, généralement, c'est souvent ou en septembre qu'il y a des décisions qui sont prises ou alors en juin pour septembre. Alors, donc ce règlement intérieur, donc il est, élaboré avec les instances participatives de l'établissement. Donc il est censé respecter déjà la législation nationale. Il prend en compte les spécificités de l'établissement et évolue selon les nouvelles règles et les situations rencontrées. Alors il sert à fixer les règles propres à l'établissement, les horaires d'entrée et de sortie. Il explique le fonctionnement quotidien de l'établissement, liste les sanctions possibles en cas de manquement. Et ça, c'est important de le savoir parce que pour vous, lorsque vous avez justement un conseil de discipline, ce règlement intérieur, c'est une boussole aussi. Parce que en fonction de ce qui est marqué, on ne peut pas faire n'importe quoi. On ne peut pas prévoir une sanction, même si on est toujours dans l'individualisation de la sanction, il faut quand même qu'il n'y ait pas non plus de dichotomie entre le règlement intérieur et ce qui va être décidé ou en tout cas proposé lors d'un conseil de discipline ou si vous avez trop de parents qui vous contactent en vous disant: «Voilà, il y a des retards, voilà comment ça se passe». OK, il faut vraiment que, ce qui soit pratiqué dans l'établissement soit en corrélation avec le règlement intérieur. Donc, il explique donc le fonctionnement quotidien de l'établissement. Il liste les sanctions possibles, les manquements, définit les droits et obligations des élèves. Obligations, l'assiduité, le respect d'autrui, du cadre de vie, l'absence de violence, et les droits, les participations aux réunions, l'affichage et diffusion de publications. Donc véritablement, j'invite, vraiment les élèves et les parents à le lire et même nous en tant qu'élus. Des fois de se replonger dedans parce que finalement on oublie un petit peu et ça permet vraiment de définir le cadre et de s'appuyer dessus. Donc en résumé, le règlement intérieur garantit le bon fonctionnement de l'établissement, la sécurité de tous, tout en précisant les droits et devoirs de chacun. Donc, ensuite, alors là, on va terminer sur la partie en fait, donc les conseils, les petits conseils qu'on peut vous donner, préparer au mieux, heu, ce CA. Déjà, ça serait en termes de communication. La communication, c'est la base. C'est la base aussi bien avec vos interlocuteurs, que vous avec votre liste. Il est important en amont de communiquer avec votre liste, que vous parliez d'une voix, que vous débattiez même à la limite des pièces, préparatoires que vous allez recevoir, pour définir peut-être, une espèce de stratégie commune par rapport à un sujet. Alors des fois, il y a pas débat, mais des fois, plus vous arrivez avec une voix commune, plus finalement vous aurez du poids. Alors donc dans la communication, on conseille donc, ce qui se fait beaucoup à l'heure actuelle, de créer un groupe WhatsApp ou une liste mail des élus représentants. Alors moi, j'ai envie de dire pour l'instant, j'ai plus l'impression que c'est le WhatsApp qui fonctionne que le mail. Ce petit groupe WhatsApp, il vous permet de communiquer, d'échanger les pièces, voilà, d'être assez réactif, et de rendre vivant un petit peu, et puis ça crée un petit peu de cohésion et un petit esprit d'équipe.
Donc ça permet, voilà, de partager aussi rapidement les informations sur les absences, les incidents, les problèmes. Comme ça permet véritablement que pour ceux qui ont pas l'information, à un certain moment, de savoir un petit peu ce qui s'y passe. Parce que c'est ça aussi sur une liste, on peut avoir des gens qui ont plus ou moins de disponibilité et la personne qui est un petit peu disponible et qui sait un peu ce qui se passe sur l'établissement, c'est vraiment, une ressource pour les parents, inépuisable parce qu'elle permet en fait, aux parents qui sont peut-être un peu moins présents, d'avoir l'information. La convocation au CA, donc transmettre la convocation à tous les élus des réceptions. Il est véritablement important, heu, que vous puissiez envoyer donc, aux suppléants cette convocation pour discuter des questions à poser, des votes à proposer, les motions. Déjà parce que vous pouvez, dire: «Tiens, moi je suis sûre, je vais au CA», mais si au dernier moment finalement vous avez un impératif et qu'il y a quelque chose qui change, vous êtes sûr que votre suppléant, il est prêt. Il est prêt, puis à la limite vous avez débattu avec lui, et donc vous êtes sûr d'avoir une représentativité, maximum. Pour le suivi des questions, donc relancez par écrit si aucune réponse n'a été reçue. Restez bienveillant envers tous les membres présents. Oui, ça, c'est important. Si vous voulez maintenir une communication de qualité avec vos interlocuteurs, heu, il faut vraiment, j'aime pas le mot bienveillance dans le sens où il est souvent dévoyé, mais quand on l'utilise bien, quand on respecte les gens, c'est ça. Si on veut être respecté, il faut respecter les gens et donc à partir de là, il faut vraiment toujours maintenir, une bonne communication lorsque c'est possible. Pour ce qui est du compte rendu pour les parents, alors, vous pouvez rédiger un résumé synthétique, auprès de vos équipes. En revanche, voilà, on l'appelle ni PV, on l'appelle pas un PV du CA. Parce qu'en fait, vous ne pouvez absolument pas donner le PV d'un CA, aux autres parents, ni même aux membres de vos équipes. En revanche, quand vous avez, comme dans un conseil d'école, des petites informations qui sont liées au voyage, des petites choses un petit peu sympas ou des choses qui peuvent être utiles, vous pouvez tout à fait faire un petit compte rendu que vous pouvez donner après aux familles. Limite, ce que vous pouvez faire, c'est demander, si vous entendez bien avec, votre chef d'établissement, d'avoir, le PV qu'il va faire en Word et vous en faites après une version expurgée. Limite, vous pouvez lui demander si par rapport au sujet que vous avez envie de communiquer vous, de lui demander si tel et tel sujet pour lui c'est un problème si vous communiquez. Voilà, comme ça vous êtes sûr au moins qu'il y a pas de problème. Ça vous permet de montrer que vous pouvez donner aux familles des petites informations, un petit peu en avant les autres, et puis au moins qu'ils soient un petit peu au courant, de la vie de l'établissement et puis qui sait l'année prochaine, c'est peut-être des gens qui viendront vous rejoindre dans l'équipe. C'est le moment aussi, ben, de mettre en avant, comme je disais tout à l'heure, vos propositions, vos actions, vos projets. Donc, si vous avez envie de mettre des choses en place, si vous avez une équipe qui est motivée et que vous avez envie de mettre des projets PEP en avant, le CA, c'est le moment ou jamais de présenter les choses parce que vous avez tous les membres qui sont là et donc vous avez tous vos interlocuteurs parce que si c'est quelque chose que vous voulez faire et qui nécessite à la fois des gens de l'éducation nationale, mais des gens de la région parce que vous comptez peut-être demander l'établissement un samedi après-midi ou voilà, heu vous avez au moins, tous les gens de choix qui sont là et c'est là d'aller, vendre au maximum votre projet, heu, pour pouvoir le mettre en place. Pour ce qui est, la traçabilité et participation, il faut vraiment que vous veilliez, à ce que soient notés vos points de vue et interrogations dans le PV du CA. Si, il y a quelque chose qui a été voté mais que, vous étiez fondamentalement contre et que vous aviez des arguments par rapport à ça, il ne faut pas hésiter à dire que vous voulez que soit mentionné que la PEP n'était pas en accord avec le sujet. C'est important de montrer, un pour les familles, mais aussi,
dans un continuum, parce que des fois, vous votez des projets qui vont durer. Admettons, vous êtes contre quelque chose qui est sur le bâti. Le bâti, c'est dans la durée. Si un jour il y a un problème, vous pourrez dire: «Non, OK, ça a été voté, mais nous, on était contre, c'est marqué dans le PV de telle date». Ça, c'est vraiment important, pensez à le faire. Donc comme je disais tout à l'heure aussi, petite astuce, restez proactif et constructif. Soyez toujours constructif. Essayez toujours de trouver des solutions. Alors, c'est facile à dire parce que des fois, on a des chefs d'établissement avec qui ça se passe bien, qui sont fort sympathiques, et des fois un peu moins. Des fois, vous avez aussi des autres fédérations de parents d'élèves avec qui vous travaillez avec un vrai travail collaboratif. Et il y en a, c'est extrêmement compliqué, voire ils vous mettent des bâtons dans les roues. Et là, ils vous mènent la vie dure et vous sentez que l'année, elle va pas être simple. Donc, ben, il faut quand même rester le plus zen possible. Vous n'êtes pas obligé d'avoir des projets avec eux, heu, mais restez constructif parce que sinon vous irez au conflit et là, vous en sortirez pas. Donc maintenant, bah, écoutez, bah, voilà, c'est à vous de jouer parce que je pense que pour certains, vous avez peut-être déjà eu votre conseil d'administration cette semaine, mais il y en a qui c'est après les vacances et donc voilà, je pense que là, vous avez déjà pas mal d'infos. Donc maintenant, si vous avez des questions, je vais tenter d'y répondre et si j'arrive pas à y répondre, peut-être que Mona aura la réponse, également. Donc Là, une voilà, première question vas-y. qui était effectivement en rapport avec la convocation du CA. OK. Une personne me fait remarquer que dans l'établissement de son enfant, en cas d'absence de quorum, le CA va être convoqué finalement en même temps que le CA, on va dire que le CA de remplacement va être convoqué en même temps que le CA normal et va être planifié en journée le lendemain de celui-ci. Alors, ça n'a pas été très clair. J'ai bien compris effectivement qu'on parle d'un CA qui est convoqué à une date X, mais pour lequel effectivement en parallèle on convoque un autre CA de remplacement si jamais il n'y avait pas le quorum. Et donc la question c'était, est-ce que c'est autorisé? Alors, normalement, lorsque on est obligé de refaire une convocation sous les 8 jours, parce qu'il y a juste sur les CA exceptionnels où est-ce qu'on a donc 24 heures, pour convoquer. Mais reprévoir derrière encore un CA, non, parce que en théorie, vous avez votre CA de base, si vous avez pas le quorum, vous en reconvoquez un et là, s'il y a pas quorum, vous le faites quand même. Voilà. Donc ça c'était la première Alors question. j'espère qu'on a bien répondu. Si on n'a pas bien répondu, n'hésitez pas à reposer la question, ça veut peut-être dire que c'est nous qui avons mal compris. Oui. Je rappelle à tous que les questions peuvent être posées dans le fameux Q et R Ouais, dans le qui Q et s'affiche R. en haut de vos écrans. Deuxième question qui, je pense, est effectivement toujours celle qui nous complique la vie en début d'année une fois que les élections ont eu lieu. C'est comment se répartissent les sièges sur chaque commission entre les différentes listes. Comment se Premièrement, et ensuite, répartissent comment comment en se fait, répartissent par exemple, en commission permanente, on a le droit à 3 représentants de parents Mmh. titulaires et 3 suppléants, ça fait 6. Comment effectivement Ça se les fait au sièges vont prorata, se... ça se fait Voilà, au prorata des voix. Ça se fait toujours au prorata des voix, donc celui qui est, un petit peu d'ailleurs comme les conseils de classe, hein. Sur les conseils de classe, vous pouvez avoir, une autre association en face qui va être très sympathique, qui va se partager parce qu'elle se dit qu'en fait, bon, de toute façon, il faut remplir toutes les classes, donc on va essayer d'être club entre nous. Il y en a d'autres, c'est moi j'ai eu 80 des voix, je prends 80 des classes. Donc et comme il y a des choses qui sont un petit peu floues là-dessus, d'ailleurs je note sur le conseil de classe, c'est-à-dire que, ceux qui sont en plus arrivés en tête, des fois peuvent se dire: «Nous, on prend cette classe-là en priorité». Alors où il y a des chefs d'établissement qui disent: «On peut essayer d'harmoniser», il y en a d'autres qui cherchent pas à se battre
et qui vous laisse un petit peu ce qui reste, ce qui n'est pas très cool. Mais normalement, ça se définit en fonction du poids des votes que vous avez eu, du poids des sièges en fait. Plus vous avez de sièges, plus vous avez eu en fait, de sièges au CA, plus vous avez de sièges sur les commissions et plus vous pouvez vous positionner, en premier lieu. Mais si vous êtes face, à une autre association en face de vous qui a plus de sièges, ben forcément, si par exemple sur 5 sièges, vous en avez qu'un, bah, vous avez qu'un siège un peu partout et c'est souvent l'autre association qui se positionne, au maximum. Et il y en a même des fois qui se positionnent sur tout alors qu'ils ont personne à mettre dessus, c'est juste pour pas que vous y alliez. C'est pas très club, mais il y a des chefs d'établissement qui vous laissent un petit peu de marge et il y en a, qui vont pas vouloir chercher le conflit et donc c'est un petit peu compliqué. Faut essayer, il y a un cadre et à la fois, faut aussi ménager la chèvre et le chou, quoi. C'est pas aussi des fois, c'est pas aussi structuré qu'on le voudrait. Ça ressemble des fois un peu à des comptes d'apothicaire et on a des fois des chefs d'établissement qui se disent: «Surtout moi, je veux pas trancher». Donc mais si vous sentez que ça part vraiment, pas bien, que vous sentez que vous êtes lésé et que c'est très injuste, n'hésitez pas, à vous retourner sur votre président d'association locale, voire sur votre association départementale ou académique. Donc si vous avez pas d'ailleurs, vos référents, n'hésitez pas à les demander, mais c'est toujours bien d'avoir les coordonnées de toutes les strates de votre association parce que ça vous permet d'avoir le bon interlocuteur en fonction de chaque problématique que vous avez. Déjà d'une, votre président d'association parce que c'est lui qui va gérer à l'échelon local, mais votre président d'association départementale, lui, il a des interlocuteurs autres aussi dans les strates, donc dans toutes les strates éducation nationale, la DSDEN ou le rectorat et donc c'est là que vous pouvez aussi faire passer les choses. Sachez en tout cas que lors des élections, d'une façon générale, s'il y a quelque chose qui vous a semblé, anormal, voire illégal, il faut absolument que ça soit consigné. Si c'est consigné, vous inquiétez pas, quand ça remonte au sein du rectorat, ça redescend. On vous le dira peut-être pas, mais le chef d'établissement s'est pris un coup de téléphone, ça c'est certain et en règle générale, ça se règle. Mona, si tu as d'autres Oui, questions? j'allais presque même rajouter que très souvent, comme on va dire, ce partage se fait pendant le premier CA dit d'installation, effectivement, les chefs d'établissement, au bout d'un moment, s'impatientent puisque nous n'allons pas assez vite. Donc le conseil, c'est essayer de s'organiser avant, d'avoir déjà préparé sa propre liste des différents, je dirais, membres titulaires PEP que vous souhaitez effectivement présenter dans les différentes commissions afin d'être un peu plus prêt et de ne pas faire perdre du temps au CA. Après, vous pouvez aussi, en parallèle, prendre contact avec vos homonymes FCPE ou autres associations et essayer de négocier le bout de gras avec eux. C'est pas toujours évident, mais ça peut Non, se faire. tout à Voilà, fait. voilà. Mais ça peut être très compliqué. Après, le dernier point, et ça, Aurore, tu l'avais signalé, mais je crois qu'il faut le redire, il y a beaucoup de commissions, il faut le savoir, qui peuvent se voter au sein du CA. En fait, Mmh, c'est pas toujours, certaines commissions ne sont pas automatiques. Ça peut être, on OK, peut demander le vote au sein du CA. Voilà. Bon, après, si on est perdant, c'est peut-être pas, voilà, d'où le fait de s'arranger avant. OK. Euh, D'autres questions? Question. Une personne a 3 fédérations qui sont représentées et voudrait savoir si elle peut demander lors du CA que toutes les fédérations soient représentées au conseil de classe. Alors, normalement, c'est 2 personnes à chaque fois, donc non. Normalement, il ne peut pas y avoir 3 personnes à chaque conseil. En revanche, vous pouvez être à 3 à vous noter sur le conseil de classe et vous partagez les 3 trimestres. Mais en tout cas, il y aura pas 3 personnes qui viendront en même temps. Mais demandez moi j'ai eu le cas, sur des établissements où j'ai vu 3 associations, on mettait 3 noms, enfin sur certaines classes, hein, parce que de toute façon, vous n'avez pas toujours 3 noms sur toutes les classes, mais sur les classes où il y a 3 noms,
Il y a même des fois, on pouvait même mettre 2 noms d'une même association parce qu'il y avait 2 personnes dans la même classe. Vous mettez plusieurs noms sur cette classe. En revanche, le jour où il y a conseil de classe, c'est 2 personnes. Donc à vous de vous partager intelligemment les 3 conseils de classe. Les 3 ou les 2 si vous êtes en semestrialisation. Oui, puis comme tu l'as Mona? bien dit, c'est 2 titulaires et 2 suppléants. Donc on peut avoir Oui. effectivement voilà, les 3 associations représentées, mais effectivement en conseil de classe que 2 personnes. Un point sur la Ensuite cantine. OK. Tu m'entends? Un Oui, point oui. sur la cantine. euh, le parent signale qu'ils ont des commissions restauration avec le département et d'autres collèges, puisqu'il existe une cuisine centrale. Ils aimeraient avoir une commission restauration spécifique à leur collège pour aborder des choses comme le lavage des mains, qui actuellement ne peut pas se faire, semble-t-il. Est-ce qu'ils doivent demander une commission restauration spécifique pour le collège au chef d'établissement? Ils peuvent, hein. Ils peuvent, hein. Ils peuvent et ça peut leur être accordé. Et dans ces cas-là, ça serait une commission qui se ferait avec la chef d'établissement, le gestionnaire et des fois le cuisinier. Moi, j'ai vu dans des CA, lorsque c'est des en région, lorsque c'est un cuisinier qui est là et qu'on n'est pas sur une cuisine centrale, il y a le cuisinier qui est là, qui peut même parler des menus, voilà, et vous pouvez même demander à déjeuner au sein de l'établissement pour aller voir comment ça se passe. Vous avez tout à fait le droit de demander à déjeuner dans l'établissement. Voilà. Mona? Alors là, on va revenir sur effectivement les fameuses commissions et autres, puisqu'il y a eu d'autres questions un peu dans le style. Voilà, dans un CA, il y a des sièges qui vont être à partager avec une autre fédération. La question était, peut-on avoir un titulaire d'une fédération et un suppléant d'une autre fédération pour la commission, on va dire par exemple, commission éducative. Oui, oui, quand il y a, qu'une personne, bien évidemment. Si vous avez qu'une, en fonction des gens que vous avez, oui, bien évidemment. Si vous avez pas assez de personnes, et que vous êtes en accord avec, l'autre association, pourquoi pas? Puis quand on se répartit les postes aussi, parfois c'est C'est plus ça. facile effectivement de dire, bah écoute, tiens, je serai titulaire sur ce poste-là et toi Voilà, tu... et Et on inverse. notamment sur la commission éducative, qui est à ce niveau-là pire que la commission de discipline, parce que Oui, la oui. commission éducative, ils ont tendance des fois à les mettre le midi. Donc là, c'est faut quand même avoir un emploi du temps, faut quand même avoir une flexibilité horaire que tout le monde n'a pas. Alors il y a des conseils de discipline, c'est comme les CA, on vous les met des fois à 18h. Alors c'est pas compatible avec les horaires de tout le monde, mais j'ai envie de dire 18h. Vous pouvez des fois, pour même ceux qui terminent plus tard, faire l'effort une fois. Midi, c'est déjà un peu plus complexe, hein. Se Mona? pose sur, voilà, pour les différentes commissions éducatives et de suivi, donc c'est-à-dire commission éducative, conseil de discipline, commission hygiène et sécurité, qui peut être désigné? Est-ce que ce sont les élus? Est-ce que ce sont des suppléants? Est-ce que ce sont des parents Alors, ou des extérieurs? Voilà. heu, commission éducative, conseil de discipline, c'est comme le CA, il faut être élu. Élu titulaire ou suppléant, mais élu. Ce ne sont que des élus. Après, vous prenez, titulaire, suppléant, vous choisissez. En revanche, pour le reste, vous pouvez y mettre ou des élus ou des gens qui ont pas été élus sur la liste ou des gens que vous avez même pas mis sur la liste, mais qui sont adhérents. Parce que ça, c'est quand même la base et ça, je ne l'ai pas dit, mais il faut vraiment c'est impératif, avant le conseil, avant les élections, soyez tous à jour de cotisation de votre association. Il faut vraiment que votre adhésion soit remontée au niveau du fédéral, que vous soyez notifié quelque part et que vous ayez payé votre adhésion. Parce que c'est ce qui fait que vous êtes PEP. C'est ce qui fait que quand vous venez dans un CA, que vous venez à n'importe quelle réunion, déjà vous êtes assuré. Et ça fait aussi que quand vous prenez une décision dans un conseil de discipline, vous êtes, heu, vous êtes bien un PEP. Si un jour il y a une décision qui a été prise et que quelqu'un sait
que finalement vous n'aviez pas adhéré, cette personne, elle est élue, mais elle n'est pas à la PEP, hein, elle peut faire casser la décision. Donc vraiment, soyez à jour de cotisation. C'est impératif. Alors, il Mona? y a une question sur le nombre de personnes. Je crois que quelqu'un a compris qu'il y aurait 7 personnes élues au CA. Euh, alors 7, c'est pour un collège de plus de 600 élèves. Je Oui, pense que c'est peut-être ça que vous oui. souhaitiez comme réponse. Et la deuxième question que cette personne pose, c'est peut-on, dans un règlement intérieur, voter le fait d'augmenter ce nombre? Non, non. Ouais. Non, ça c'est vraiment nomenclaturé, c'est pas l'établissement qui décide, Donc, c'est la loi. c'est la loi. Euh, Si le sujet des commissions n'est pas abordé lors du premier CA de l'année, qui est appelé le CA d'installation des instances, que peut-on faire? Et ça, c'est gênant. Là, c'est problématique parce que ça doit être abordé. Donc, c'est à vous de le demander, quoi qu'il arrive, de dire, bah, non, non, ça doit être là, non, non, et il n'y a pas le choix. C'est une faute. Donc, si vous le dites au chef d'établissement, enfin déjà le chef d'établissement qui ne le met pas en place dès le premier CA, enfin, en tout cas dès le premier CA d'installation, donc après les votes, faut se poser la question de pourquoi, lui demander, voilà, hein, lui demander des explications et s'il ne compte pas le mettre en place, bah là je vous invite très fortement à vous rapprocher de votre association locale et que l'association locale alerte le rectorat. Euh, un parent fait remonter l'information que l'année précédente, donc l'année dernière, pardon, aucune personne du département n'était présent au CA ou aux commissions restauration, sachant que c'est une cuisine centrale. Quelles sont les obligations en fait de cette personne du département? Pouvons-nous le demander, et notamment dans la restauration, puisqu'il semblerait que l'établissement ne soit pas aux normes? Ah, alors il faut savoir quand même que les gens qui viennent du département sont en règle générale des élus. Ces élus, touchent des émoluments, ils ont quand même des rétributions en tant qu'élus. Ça fait partie de leurs prérogatives, hein. Donc moi, je vous invite fortement alors, se dire qu'une fois, cette personne ne peut pas être là, oui, parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, hein, il y a plusieurs CA dans plusieurs établissements, ils peuvent pas être partout. Maintenant, quand il y a une commission restauration, c'est quand même quelque chose de spécifique, il est censé être là. Donc moi, je pense qu'il faut se fendre d'un petit mail, au département et leur dire, voilà, que, il serait souhaitable, que la personne du département soit là parce que vous avez des choses à lui faire remonter. Dernière question pour l'instant. Quelles sont, à votre avis, les commissions prioritaires? Les commissions prioritaires? Oui, Alors c'est-à-dire déjà par le exemple, souvent c'est la question qu'on nous pose lorsque nous n'avons eu par exemple sur un CA de lycée, sur les 5 postes, un seul et unique poste. Ça veut dire qu'il y a un titulaire et un suppléant. Donc 2 personnes qui potentiellement devront tourner pour faire à peu près toutes les commissions. J'ai bien à peu près toutes, hein. Et donc très souvent, on essaie de voir quelle est vraiment la commission prioritaire qu'il ne faut pas rater et celle que l'on peut potentiellement, on va dire, non pas éviter, mais sur lesquelles, si jamais la fédération en face ou l'association d'en face choisit d'y aller en force, bon, c'est pas si grave que ça en fait. alors, quelles sont les commissions, alors, hem, c'est compliqué à dire parce que je trouve elles ont toutes leur intérêt, mais comme je disais tout à l'heure, par exemple, voilà, la dame qui a posé la question tout à l'heure, parlait de la restauration, disait qu'il y avait des choses qui étaient pas aux normes, donc la restauration chez elle, c'est un sujet. Donc là, pour le coup, la PEP a tout intérêt à être sur ce sujet. Vous pouvez être sur un autre établissement où vous allez vous dire: «Super, on a un cuisinier, il est top, la restauration, la cuisine, elle est moderne». Bon, finalement, si vous avez pas d'élu dessus, c'est pas très grave. Heu, Ça dépend vraiment,
des problématiques de votre établissement, j'aurais envie de dire si vous pouvez être un peu partout, c'est top. Après, s'il y a à choisir, si vous n'avez pas de problématiques dans votre établissement, vous avez très peu de conseils de discipline, vous dites: «Bon, c'est pas un sujet chez nous». Moi, j'ai envie de dire, j'aurais tendance quand même à dire la CHS, c'est quand même important parce qu'on parle quand même du bâti, des normes de sécurité et tout ce qui est, sur la santé et la citoyenneté, enfin moi, c'est des sujets que j'aime beaucoup, la santé et la citoyenneté parce que c'est quand même des sujets qui touchent les élèves dans la mesure où on parle de leur bien-être, on parle, de la santé mentale, de la santé physique, du sport, de la citoyenneté, du vivre ensemble. C'est quand même des sujets qui sont quand même, extrêmement importants, qui sont mis à rude épreuve à l'heure actuelle. Donc, moi j'aurais tendance à dire que ces commissions, même s'il faut pas être forcément élu et que donc on a l'impression que comme faut pas être élu, c'est des commissions qui sont anecdotiques. Moi je trouve qu'elles sont pas si anecdotiques que ça. Mais voyez, vous connaissez votre établissement, voyez en fonction de sa typologie les sujets qui vous semblent être fondamentaux et donc, vis-à-vis d'une autre association, cédez sur ce qui vous semble être moins important pour vous et lâchez pas le morceau sur ce qui vous semble être essentiel. Voilà, je pense que c'est comme ça. Faut vraiment il y a pas la commission essentielle pour la commission. C'est votre établissement scolaire, sa typologie, ses élèves et ses familles et son point de vue géographique. Vous connaissez votre établissement, vous ferez les bons choix. En tout Voilà. cas, je vous remercie beaucoup d'avoir assisté à ce webinaire. J'espère qu'il vous aura été utile. J'espère que pour ceux qui n'ont pas encore vécu de CA, leur premier CA va bien se passer. Pour les autres, que ça sera un bon démarrage d'année. En tout cas, en tant que secrétaire général et membre de la PEP depuis quelques années, en tout cas, je vous remercie pour votre investissement parce que vous faites vivre la démocratie scolaire, vous faites vivre la PEP. Et nous, que ça soit moi, Mona ou tous les membres du conseil d'administration, on est très, très fiers de nos membres PEP. Donc on vous souhaite une super année scolaire.